Avez-vous déjà été confronté à cette expérience troublante, celle de vous réveiller subitement en pleine nuit, sans aucune raison apparente, avec cette sensation viscérale que votre cœur bat à tout rompre, et, plus étrange encore, avez-vous ressenti cette déconnexion singulière d'avec votre propre enveloppe corporelle, cette impression d'être relégué derrière une vitre, vous observant vous-même, comme si vous étiez un spectateur extérieur de votre propre vie, si, au moment où vous lisez ces mots, un signe de reconnaissance s'allume en vous, si quelque chose dans votre être intime vous murmure l'affirmation, vous invitant à rester attentif, alors écoutez attentivement ce qui suit, car l'information que je m'apprête à partager a le potentiel profond et bouleversant de transformer radicalement votre compréhension de vous-même et d'ouvrir enfin cette porte vers la guérison intérieure que vous recherchez, peut-être sans succès, depuis de très nombreuses années. Cette quête de sens face à la fragmentation du moi est au cœur de ma propre œuvre sur la résilience. Je pense immédiatement à une de ces rencontres qui façonnent notre compréhension de la psyché humaine, celle d'une femme que j'appellerais Marie. Marie, à l'âge de 42 ans, avait réussi l'exploit de construire une existence qui, de l'extérieur, semblait parfaitement normale et cohérente. Elle bénéficiait d'un emploi stable et rassurant, elle entretenait des amitiés et sa vie était rythmée par une routine structurée. Et pourtant, en dépit de cette façade d'ordre et de normalité, quelque chose d'essentiel en elle était irrémédiablement brisé, morcelé, fragmenté. Ce qui la déroutait et la terrifiait le plus résidait dans l'inexplicabilité de ses réactions. Elle ne parvenait absolument pas à comprendre pourquoi l'odeur anodine de certaines choses avait le pouvoir de la paralyser littéralement, ni pourquoi le simple geste d'un collègue, posant légèrement sa main sur son épaule, déclenchait en elle une vague de panique si inexplicable qu'elle en devenait ingérable. Marie, face à ces manifestations incontrôlables, commençait à croire sincèrement qu'elle était en train de sombrer dans la folie, qu'elle perdait irréversiblement la raison. Mais la vérité profonde et libératrice, est que son corps n'était absolument pas fou. Son corps, au contraire, se souvenait. Il parlait sans mots un langage archaïque, un idiome corporel qu'elle avait, par nécessité de survie, oublié comment écouter et interpréter. C'est là que réside le mystère central de la mémoire traumatique. Elle est cette invitée que l'on ne désire pas, une présence silencieuse qui s'installe insidieusement dans les replis les plus profonds de notre être. Elle n'a que faire des convenances. Elle ne frappe pas poliment à la porte de la conscience, elle ne demande aucune permission pour s'ancrer dans notre existence. La mémoire traumatique s'enracine physiquement dans nos cellules, elle s'incruste dans nos muscles et elle trouve son siège, de manière cruciale, dans cette zone primitive de notre cerveau, cette structure que, dans mes travaux, j'ai désignée sous le nom de cerveau reptilien. Cette zone, archaïque par essence, est celle qui a pour unique mission de gérer notre survie immédiate. C'est elle qui, en une fraction de seconde, dans l'urgence absolue, prend la décision vitale. Faut-il fuir l'agresseur? Faut-il combattre le danger? Ou, en cas d'impuissance totale, faut-il se figer, s'immobiliser face à la menace? Pour saisir cette complexité, imaginez votre cerveau non pas comme un simple organe, mais comme une bibliothèque d'une immensité vertigineuse. Aux étages supérieurs de cet édifice mental, vous trouvez bien rangés et étiquetés tous vos souvenirs conscients, ceux que vous pouvez aisément verbaliser et raconter de manière cohérente, par exemple lors d'un dîner entre amis. Mais il faut descendre dans les sous-sols, ces zones de pénombre où la lumière peine à percer, pour localiser ces mémoires d'une autre nature, ces traces que l'événement traumatique a gravées en nous, souvent à notre insu, sans l'approbation du moi conscient. Ces mémoires enfouies ne peuvent absolument pas être racontées par le biais du langage verbal. Leur manifestation est d'une toute autre nature. Elles surgissent à travers des sensations intenses, par des réactions purement corporelles et réflexes, et par des émotions qui semblent émerger soudainement, inexplicablement, comme si elles jaillissaient de nulle part.
Ce que la recherche sur la résilience nous révèle est à la fois bouleversant dans sa signification et profondément libérateur dans ses implications. La vérité est que le trauma n'est pas l'événement en lui-même. Ce n'est pas ce qui s'est passé qui nous blesse de manière irréversible, mais c'est la manière dont cet événement s'inscrit en nous, la manière dont il est enregistré, particulièrement lorsque nous nous trouvons dans un état d'impuissance radicale où les options biologiques de fuite ou de combat nous sont déniées. C'est cette impotence vécue, cette incapacité à agir pour se protéger qui fait basculer une expérience simplement difficile vers le statut de blessure traumatique durable. Et c'est notre corps, notre compagnon le plus fidèle et le plus honnête, qui se charge de conserver la trace indélébile de cette impuissance, de cette terreur muette qui n'a jamais pu trouver d'expression ou de résolution. Il est donc impératif de comprendre les signes que ce corps porte en lui, le poids d'un passé non résolu. Établissons clairement ces 7 indicateurs, ces 7 façons désespérées et souvent incomprises par lesquelles votre corps tente de vous signifier qu'il a urgemment besoin d'aide, qu'il porte encore le fardeau écrasant d'un passé qui n'a pas été digéré. Le premier de ces signes est souvent le plus déroutant car il semble surgir sans aucune cause immédiate. Il s'agit des réactions disproportionnées face à des situations qui, objectivement, sont tout à fait anodines. Imaginez-vous dans un lieu public, par exemple un supermarché. Quelques rayons plus loin, une personne élève légèrement la voix. Soudain, sans transition, votre cœur commence à s'emballer de manière incontrôlable, vos mains se mettent à trembler imperceptiblement ou violemment, et vous êtes submergé par le besoin irrépressible de quitter ce lieu immédiatement. De même, un geste simple, tel que votre partenaire fermant une porte avec un peu trop de force, peut vous conduire à un état de sidération totale où vous vous retrouvez figé, incapable de bouger le moindre muscle, submergé par une peur dont la magnitude semble totalement démesurée par rapport à la réalité de la situation présente. Il est essentiel de comprendre que cela n'est ni de l'exagération de votre part, ni une preuve de faiblesse de caractère. C'est l'activité de votre amygdale, cette petite structure cérébrale en forme d'amande située au centre de votre cerveau qui est passée en mode de survie extrême. L'amygdale a capté une information infime, qu'il s'agisse d'un son, d'une intonation vocale ou d'un geste qui rappelle de manière inconsciente un danger ancien et enfoui. Instantanément, elle déclenche l'intégralité de la cascade neurochimique de la peur. Votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau dédiée à la rationalité, celle qui est capable de vous assurer que vous êtes en sécurité dans l'instant présent, n'a même pas le temps matériel de réagir. C'est une règle implacable de la mémoire traumatique. Le trauma court toujours plus vite que la raison. Le deuxième indicateur que votre corps cherche à vous communiquer est cette sensation étrange de déconnexion que les spécialistes désignent sous le terme de dissociation. Vous avez l'impression persistante de vivre votre vie comme si vous étiez derrière une vitre, séparé du monde extérieur, séparé de vos propres émotions profondes et parfois même, comme je l'évoquais, séparé de votre propre corps physique. Vous continuez de fonctionner, certes, mais en mode pilote automatique. Vous pouvez tenir des conversations complexes, effectuer vos tâches quotidiennes, aller travailler avec assiduité, mais une composante essentielle de votre être n'est pas réellement présente. Il s'agit d'une impression constante de flotter légèrement au-dessus de votre propre existence. Cette dissociation, dans le contexte du danger initial, était une stratégie de survie d'une intelligence remarquable, voire brillante. Lorsque la réalité objective était trop intolérable, trop terrifiante pour être appréhendée et vécue dans sa plénitude, votre psyché, dans un geste de protection ultime, vous a offert cet échappatoire. Vous vous êtes déconnecté mentalement afin d'éviter d'être détruit émotionnellement. Cependant, aujourd'hui, même si le danger initial est passé, cette stratégie protectrice est restée active, elle est devenue un réflexe automatique, vous coupant ainsi de la richesse même de l'existence, de la possibilité d'éprouver pleinement la joie, la connexion véritable et la plénitude de l'instant.
Le troisième signe alarmant se manifeste de manière directe dans votre relation au sommeil et au rêve. Il se peut que vous ayez une tendance marquée à dormir excessivement, utilisant le sommeil comme un refuge ultime contre un monde extérieur qui vous apparaît comme fondamentalement menaçant. Inversement, il est possible que vous dormiez trop peu, car la nuit, loin d'être un havre, ramène avec elle ces cauchemars récurrents et éprouvants, ces réveils en sursaut où l'orientation spatiale et temporelle se perd. Le trauma a un effet perturbateur profond sur nos cycles de sommeil naturels, précisément parce qu'il maintient l'intégralité de notre système nerveux dans un état d'alerte permanent. Même au cœur du repos, une fraction de votre esprit continue de monter la garde avec vigilance dans l'attente constante du danger. Votre corps, prisonnier de cette alerte, ne s'autorise jamais vraiment à un véritable lâcher-prise, à cet abandon nécessaire au sommeil profond et réparateur dont nous avons tous fondamentalement besoin. Et lorsque vous rêvez, les scènes du trauma peuvent se rejouer inlassablement, votre psyché tentant désespérément de digérer, de comprendre, de donner un sens à ce qui, par essence, n'en a aucun. Le quatrième signe touche à un aspect fondamental de l'expérience humaine, votre capacité à établir des relations saines avec les autres. Le trauma, particulièrement lorsqu'il trouve son origine dans un contexte relationnel, surtout durant la période cruciale de l'enfance, vient profondément bouleverser le mécanisme que les psychologues nomment l'attachement. Vous pouvez alors vous retrouver projeté vers l'un des deux extrêmes de l'attachement désorganisé ou, de manière plus épuisante, osciller constamment entre ces deux pôles. Soit vous vous accrochez aux personnes qui vous entourent avec une intensité émotionnelle qui finit par les effrayer, terrifiés à l'idée d'un abandon imminent, prêts à tout sacrifier pour maintenir cette connexion, même au prix de votre propre intégrité personnelle. Soit vous adoptez la stratégie inverse, maintenant une distance constante avec chacun, érigeant des murs émotionnels si hauts et si épais que personne n'est véritablement capable de vous atteindre, de vous connaître en profondeur ou de vous aimer authentiquement. Vous ressentez le désir viscéral de la proximité, mais cette même proximité vous terrifie. Vous souhaitez être pleinement vu par l'autre, mais vous craignez par-dessus tout d'être découvert dans votre vulnérabilité. Cette danse perpétuelle entre le désir d'intimité et la peur du rejet, entre le besoin fondamental d'amour et la certitude intérieure qu'il vous sera retiré ou qu'il vous blessera à nouveau, est une source d'épuisement profond. J'ai souvent évoqué, dans mes réflexions, cette notion magnifique de l'attachement sécure. C'est cette expérience primordiale et fondamentale au cours de laquelle un enfant, dans son développement, apprend qu'il peut faire confiance à la présence bienveillante d'un adulte protecteur. Il apprend qu'il peut explorer le monde avec assurance, sachant pertinemment qu'il dispose d'un port sûr vers lequel il peut revenir en cas de détresse. Lorsque le trauma vient fracturer cet attachement fondamental, lorsque l'adulte qui devrait incarner la protection se révèle être lui-même la source du danger, ou lorsqu'il est simplement absent dans les moments de profonde détresse, l'enfant met en place des stratégies de survie qui, inévitablement, vont façonner l'intégralité de ses relations futures. Ainsi, vous, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, continuez à naviguer dans vos interactions et vos relations interpersonnelles en vous basant sur de vieilles cartes, des schémas relationnels qui ont été dessinés dans un monde passé et traumatique qui n'existe heureusement plus aujourd'hui. Le cinquième indicateur que votre corps porte la mémoire silencieuse du trauma se manifeste de manière très concrète dans votre chair, sous la forme de douleurs chroniques pour lesquelles la médecine traditionnelle éprouve souvent des difficultés à trouver une explication organique claire et satisfaisante. Il peut s'agir de tensions constantes et persistantes dans les épaules qui ne disparaissent jamais réellement, de migraines qui reviennent avec régularité, de troubles digestifs qui résistent opiniâtrement à tous les traitements classiques ou de douleurs qui semblent migrer à travers votre corps sans que l'on puisse identifier une cause physique évidente.
la science moderne nous révèle aujourd'hui une vérité à la fois fascinante et troublante. Le trauma, littéralement, se loge dans nos tissus. Nos muscles conservent la mémoire physique des tensions défensives, des gestes de protection qui n'ont jamais pu être menés à terme, des cris de terreur ou de douleur qui ont dû être ravalés et étouffés. Notre système nerveux autonome, resté coincé en mode survie, maintient nos organes internes dans un état de stress chronique et prolongé. Il est crucial d'affirmer que ce n'est pas une invention de votre esprit, ce n'est pas dans votre tête. C'est dans votre corps. Votre corps s'exprime dans le seul langage qu'il maîtrise véritablement, celui de la sensation, de la douleur et de l'inconfort permanent. Le sixième signe révélateur se niche dans la relation que vous entretenez avec vous-même, incarnée par cette voix intérieure souvent cruelle et implacable qui vous accompagne peut-être depuis si longtemps que vous avez fini par l'intégrer, croyant qu'elle représente votre véritable identité. C'est cette voix qui vous martèle inlassablement que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes fondamentalement défectueux, que vous ne méritez ni l'amour, ni le succès, ni le bonheur. Elle interprète la moindre erreur, le plus petit faux pas, comme la confirmation irréfutable de votre indignité fondamentale. Le trauma, particulièrement celui impliquant l'abus ou la négligence prolongée, nous conduit fréquemment à intérioriser le regard toxique de l'autre, de l'agresseur ou du négligent. L'enfant que vous étiez, mu par un besoin biologique et vital d'avoir des parents aimants et bons, a préféré, dans une torsion psychique, se croire lui-même mauvais plutôt que d'accepter la réalité terrifiante que ceux qui étaient censés le protéger étaient la source de sa douleur. C'est une stratégie de survie psychique, à la fois brillante dans son mécanisme et profondément dévastatrice dans ses conséquences. Il est préférable, d'un point de vue psychologique, de se sentir coupable, car au moins la culpabilité donne l'illusion de garder un semblant de contrôle sur la situation plutôt que de se sentir totalement impuissant. Enfin, le septième signe, qui peut paraître le plus subtil dans son expression, mais qui est souvent le plus révélateur de la profondeur de la blessure, est la difficulté profonde à habiter le présent. Vous luttez de manière constante pour être pleinement ici et maintenant. Une partie significative de votre attention et de votre énergie psychique demeure constamment dans ce passé non résolu où vous rejouez mentalement les scénarios anciens, ou bien vous êtes projeté anxieusement dans le futur, anticipant sans cesse les dangers potentiels. Le moment présent, cet instant précieux qui est le seul moment où nous vivons réellement, vous échappe inexorablement. Vous mangez sans en savourer le goût, vous écoutez les autres sans les entendre véritablement, vous regardez le monde sans le voir pleinement. C'est comme si votre capacité même à habiter votre propre vie, à en ressentir la densité et la texture, avait été irrémédiablement compromise. Le trauma, en vous enseignant que le présent était dangereux et imprévisible, vous a laissé cette habitude de ne jamais y être totalement, de ne pas y être totalement, de ne jamais 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 y être totalement, de ne
jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais y être totalement, de ne jamais vous y engager complètement. Mais il y a une chose essentielle, une vérité fondamentale que je souhaite que vous saisissiez, non seulement intellectuellement, mais au plus profond de vous, profond de votre être. Le simple fait de reconnaître ces 7 signes clairs ne constitue en aucun cas un diagnostic d'irréparabilité. Bien au contraire, cette reconnaissance est l'acte fondateur, le véritable point de départ d'un voyage intérieur essentiel vers vous-même, vers la reconquête de cette intégrité psychique que le trauma a certes fragmentée, mais qu'il n'est jamais parvenu à détruire complètement. Car, comme je l'ai affirmé inlassablement à travers l'ensemble de mon travail, basé notamment sur ma propre expérience en tant qu'enfant juif caché durant la Seconde Guerre mondiale, ayant survécu à la perte de mes parents dans les camps, la résilience n'est pas une simple utopie ni un mythe. La résilience est au contraire une capacité inhérente et fondamentale à la condition humaine. Il est crucial de définir ce qu'est la résilience car elle est souvent mal comprise. La résilience n'est pas le processus illusoire de revenir à l'état que vous aviez avant la survenue du trauma, comme si l'événement n'avait laissé aucune trace. La résilience ne consiste pas non plus à effacer miraculeusement la blessure. C'est une démarche infiniment plus complexe et, oserais-je dire, bien plus belle. La résilience est définie comme la capacité vitale de reprendre un développement, qu'il soit psychique, émotionnel ou social, après avoir été brutalement fracturé.
C'est l'image de l'arbre qui, après avoir été cassé et malmené par la tempête violente, continue non seulement de croître, mais d'une manière différente, en développant de nouvelles branches, en adoptant une nouvelle forme qui porte visiblement à la fois la marque indélébile de la blessure subie et, de manière paradoxale, la force persistante de la vie qui ne veut pas s'éteindre. Il y a dans la nature de notre cerveau une source d'espoir immense. Malgré les dommages et les cicatrices que le trauma a pu infliger, cet organe extraordinaire possède une propriété que les neuroscientifiques étudient avec passion et nomment la neuroplasticité. Cette plasticité signifie concrètement que votre cerveau est capable de se transformer, de modifier ses structures, de créer de nouvelles connexions neuronales, d'ouvrir de nouveaux chemins pour l'information. Les circuits de la peur, qui ont été hyperactivés par le trauma, peuvent être apaisés et régulés. Cette amygdale, qui était constamment sur le qui-vive, peut apprendre progressivement à faire confiance à la sagesse et à l'évaluation du cortex préfrontal. Votre système nerveux, qui était englué dans un état de vigilance permanent, peut retrouver sa capacité naturelle à osciller sainement entre des phases d'activation nécessaires et des phases de relaxation réparatrice. Il n'est pas condamné à rester figé dans un état d'alerte sans fin. Mais il est impératif de souligner un autre aspect essentiel. Cette guérison, cette reconstruction profonde du soi ne peut se réaliser dans l'isolement. C'est une autre de mes intuitions centrales. Nous guérissons dans et par la relation. Le trauma est, dans son essence même, très souvent une blessure de nature relationnelle. Par conséquent, le chemin vers la guérison doit nécessairement passer par l'expérience réparatrice de relations qui sont saines, qui sont sécurisantes, où nous pouvons, pour la première fois, nous autoriser à être vus, entendus et acceptés sans jugement dans notre vulnérabilité la plus profonde, sans craindre d'être rejetés ou blessés à nouveau. Cette relation réparatrice peut prendre la forme d'une relation thérapeutique avec un professionnel spécifiquement formé au travail du trauma. Elle peut se manifester à travers une amitié sincère et profonde où nous osons enfin abaisser nos défenses. Elle peut être trouvée au sein d'un groupe de soutien où nous faisons la découverte essentielle que nous ne sommes pas un cas isolé, que d'autres portent des blessures similaires aux nôtres et parviennent à trouver, eux aussi, des chemins vers la guérison et la liberté. Le pouvoir de la narration est également central. Le fait même de mettre des mots sur l'indicible, de construire un récit cohérent qui englobe et intègre notre histoire traumatique, joue un rôle absolument essentiel dans le processus de guérison. Lorsque nous parvenons à raconter ce qui nous est arrivé, non pas de manière obsessionnelle ou ré-traumatisante, mais dans un espace sécurisé et bienveillant où notre histoire est accueillie avec une empathie profonde, alors un phénomène qui s'apparente à de la magie psychique se produit. Les mémoires traumatiques, qui étaient fragmentées, et stockées anarchiquement dans les parties primitives du cerveau qui ne possèdent pas la capacité du langage, commencent à s'intégrer les unes aux autres. Elles cessent d'être un présent éternel qui nous submerge sans cesse pour devenir simplement un chapitre, certes douloureux, de notre histoire personnelle, un chapitre que nous pouvons enfin fermer et dépasser. Aujourd'hui, il existe une variété d'approches thérapeutiques qui reconnaissent que le trauma réside dans le corps et que, par conséquent, la guérison doit nécessairement passer par cette dimension corporelle. Pensons par exemple au yoga, informé sur le trauma, qui vise à aider doucement le système nerveux à retrouver un sentiment de sécurité intérieure et de contrôle du corps. Il y a la thérapie somatique, dont le but est de permettre l'achèvement des réactions défensives qui étaient restées inachevées lors de l'événement et de libérer par le mouvement les tensions qui étaient restées enfermées dans les muscles. L'EMDR, cette approche fascinante qui utilise des mouvements oculaires ciblés pour aider le cerveau à retraiter et à digérer les mémoires traumatiques.
et le neurofeedback qui permet d'entraîner directement le cerveau à se libérer de ces schémas de survie rigides. L'IFS, Internal Family System, travaille avec les différentes parties de nous-mêmes, reconnaissant que la psyché était composée de multiples facettes. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, axée sur le trauma, ainsi que la thérapie sensorimotrice, qui intègre le corps de manière explicite dans le processus de guérison, sont également des outils précieux. La psychothérapie relationnelle met l'accent sur le fait que la réparation elle-même s'opère à travers la qualité du lien thérapeutique. Le plus souvent, c'est la combinaison judicieuse de plusieurs de ces approches qui donne les meilleurs résultats. Mais au-delà de la pure technique thérapeutique, il y a un élément qui est encore plus fondamental, la compassion envers soi-même. C'est cette capacité essentielle à vous regarder dans le miroir avec la même tendresse inconditionnelle que celle que vous accorderiez à un enfant blessé. C'est la compréhension profonde que vos symptômes, même s'ils sont profondément dérangeants dans votre vie quotidienne, ne sont pas la preuve de défauts de caractère, mais qu'ils représentent au contraire les stratégies de survie que votre psyché a mises en place pour vous permettre de traverser ce qui était littéralement intraversable. Votre hypervigilance n'est pas une manifestation de paranoïa, mais un système de protection qui a fait son travail pour vous maintenir en sécurité. Votre évitement n'est pas un signe de lâcheté, mais une méthode pour gérer une charge émotionnelle qui menaçait de vous submerger totalement. Vos explosions de colère soudaines ne font pas de vous une mauvaise personne, elles sont l'expression brute d'une terreur ancienne qui n'a jamais pu trouver d'autre moyen d'être exprimée. Pensez à Marie, cette femme dont j'ai commencé à vous parler. Son parcours vers la guérison et la reconstruction n'a pas été une ligne droite. Il fut jalonné d'avancées significatives et de reculs décourageants, de moments de désespoir où elle était convaincue que rien ne changerait jamais, et de percées totalement inattendues où elle se découvrait capable d'éprouver la joie simple, la légèreté des sensations qu'elle avait cru perdues pour toujours. Elle a progressivement appris l'art d'écouter et de reconnaître les signaux subtils que lui envoyait son corps, et surtout de les accueillir avec une saine curiosité plutôt qu'avec le jugement dévastateur qu'elle s'était longtemps infligé. Elle a compris en profondeur que sa réaction de panique face à la main posée sur son épaule n'était pas le présent, mais qu'il s'agissait d'un écho puissant du passé. Fort de cette nouvelle compréhension, elle a pu, avec douceur et patience, enseigner à son système nerveux que la réalité présente était désormais différente, qu'elle était en cet instant en sécurité. Marie a pu, au fil du temps, s'engager dans des relations où elle n'avait plus besoin de porter un masque social, où l'expression de sa vulnérabilité n'était plus perçue comme un défaut, mais accueillie comme une forme de cadeau, loin d'être une faiblesse exploitable. Elle a appris à identifier cette voix intérieure critique qui la tourmentait, comprenant qu'elle était l'écho intériorisé de ceux qui l'avaient blessée et non pas sa propre vérité fondamentale. Petit à petit, avec persévérance, Marie a commencé à habiter pleinement son propre corps, à s'ancrer dans sa propre vie, d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Ce qui me touche le plus dans l'ensemble de mon travail sur la résilience, c'est cette affirmation que je répète inlassablement. Le trauma n'est pas une condamnation à vie. Il est vrai qu'il laisse des traces durables. Il est vrai qu'il modifie quelque chose d'essentiel en nous. Mais il ne saurait définir l'intégralité de ce que nous sommes, ni borner l'étendue de ce que nous pouvons encore devenir. Il existe, oui, une vie riche et significative après le trauma. Une vie pleine, où, de manière paradoxale, la joie profonde et la douleur peuvent coexister dans une acceptation mature où nous portons nos cicatrices non pas comme des marques de honte, mais comme des témoignages silencieux et puissants de notre force intérieure, de notre aptitude à survivre à l'insurvivable. Il est essentiel de comprendre que la résilience, dans son acception la plus noble, ne signifie pas que nous sommes tenus d'oublier les événements douloureux. Elle n'implique absolument pas la négation de ce qui s'est produit ou la minimisation de son impact réel sur notre existence. La résilience signifie, plus justement, que nous parvenons à trouver les voies et les moyens de continuer à vivre pleinement, d'aimer sincèrement, de créer, de contribuer positivement au monde, et ce,
malgré et avec nos blessures. Elle signifie la découverte profonde que nous sommes infiniment plus grands que la simple somme de nos traumas, que notre identité essentielle ne peut être réduite à ce que d'autres nous ont infligé. Une autre notion magnifique que j'utilise fréquemment est celle du tuteur de résilience. Ce sont ces figures, ces rencontres fortuites ou ces moments de grâce qui nous offrent la possibilité de rebondir, qui nous permettent de reprendre le fil de notre développement interrompu. Le tuteur de résilience peut prendre de multiples formes. Il peut être ce professeur qui, contre toute attente, a cru en notre potentiel lorsque personne d'autre ne le faisait. Il peut être cet ami fidèle qui est resté inébranlable à nos côtés dans nos moments les plus sombres. Il peut être le thérapeute qui nous a offert un espace de sécurité totale où nous avons finalement pu nous effondrer sans danger pour mieux nous reconstruire ensuite. Parfois, il s'agit d'une passion dévorante, d'une activité créative ou d'un engagement social qui redonne un sens profond à notre vie, une direction, une raison impérieuse de se lever chaque matin. Et peut-être seulement, cet instant précis, ce dialogue que nous partageons peut représenter un de ces moments charnières. Un moment où vous reconnaissez enfin ce que votre corps s'efforçait de vous dire depuis si longtemps à travers ses douleurs et ses alertes. Un moment de clarté où vous comprenez, avec une certitude libératrice, que vous n'êtes ni fou, ni intrinsèquement faible, ni irrémédiablement brisé. Un moment où vous prenez la décision consciente de vous offrir la compassion et l'aide véritable que vous méritez pleinement. Car voici la vérité essentielle que je dois vous transmettre. Le fait de demander de l'aide professionnelle ou relationnelle n'est absolument pas un signe de faiblesse. C'est, au contraire, un acte d'un courage immense. C'est une reconnaissance humble et puissante que nous ne sommes pas construits pour porter seuls le poids écrasant du trauma, que nous avons un besoin vital les uns des autres et que la guérison véritable est un processus qui est intrinsèquement relationnel et communautaire. Demander de l'aide est également un acte d'amour profond envers soi-même, une manière de s'affirmer que l'on mérite d'être soulagé de cette souffrance chronique, que l'on est digne de vivre une vie qui n'est plus constamment obscurcie par les ombres tenaces du passé. Aujourd'hui, l'arsenal thérapeutique et les ressources professionnelles spécifiquement formées au travail du trauma sont de plus en plus sophistiqués et accessibles. Qu'il s'agisse de l'EMDR, de la TCC axée sur le trauma, de l'IFS, de la thérapie sensorimotrice ou de la psychothérapie relationnelle qui opère la réparation à travers le lien même, chacune de ces approches a démontré une efficacité tangible et leur combinaison est souvent la plus bénéfique. Mais au-delà de la thérapie formelle, il existe une multitude de petites pratiques quotidiennes qui peuvent activement soutenir votre processus de guérison. La méditation de pleine conscience, par exemple, qui vous aide à revenir en douceur dans l'instant présent, vous permettant d'observer vos sensations et vos émotions internes sans vous laisser submerger par leur intensité. L'écriture thérapeutique qui offre un moyen puissant d'externaliser le chaos qui bouillonne à l'intérieur. Le mouvement corporel, qu'il s'agisse de la danse, de la marche en conscience ou de la natation, qui aide à libérer les tensions physiques bloquées dans le corps. Le simple contact régulier avec la nature a un pouvoir apaisant bien connu sur notre système nerveux. Enfin, les pratiques créatives offrent des voies d'expression vitales lorsque les mots se révèlent insuffisants pour contenir l'expérience vécue. Et j'insiste sur ce point essentiel, la patience. La guérison du trauma ne s'inscrit pas dans la temporalité d'un sprint effréné. C'est un engagement qui s'apparente plutôt à un marathon long et exigeant. C'est un processus qui se déploie par vagues successives, connaissant des moments d'euphorie et des phases de rechute, des périodes où vous aurez l'impression d'avoir accompli des progrès considérables, et d'autres où vous aurez la douloureuse sensation d'être revenu à la case de départ. Mais il faut le savoir et s'en convaincre, même les retours en arrière apparents font intégralement partie du processus dynamique de guérison. Chaque fois que vous traversez une difficulté émotionnelle, armé d'un peu plus de conscience et d'une compassion accrue envers vous-même, vous êtes en train de forger de nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. Vous êtes en train d'enseigner à votre système nerveux de nouvelles manières
plus saine, de répondre aux défis et aux alertes. Je m'adresse à tous ceux qui, en ce moment précis, se reconnaissent dans l'énumération de ces signes. Je veux que vous soyez assurés que vous n'êtes pas seuls. Des millions d'êtres humains à travers le monde entier portent, tout comme vous, des mémoires traumatiques. Le trauma est une réalité qui ne fait aucune discrimination sociale. Il frappe indistinctement toutes les classes sociales, toutes les cultures et tous les âges de la vie. Et pourtant, paradoxalement, nous en parlons si peu ouvertement. Nous continuons de porter nos blessures en silence, persuadés que nous sommes les seuls à vivre cette expérience, nous isolant ainsi dans notre souffrance personnelle. Ce silence, je le dis avec force, est lui-même une partie du problème. Lorsque nous trouvons le courage d'oser parler, de partager nos expériences vécues, un phénomène magique de connexion se produit. Nous réalisons que l'isolement n'est qu'une illusion. Nous brisons la honte terrible qui entoure si souvent l'expérience du trauma. Nous créons ainsi des espaces d'accueil où d'autres peuvent, à leur tour, se reconnaître et avoir le courage de chercher l'aide nécessaire à leur propre reconstruction. Mon intention en partageant ces informations aujourd'hui n'est absolument pas de vous inquiéter davantage, ni de vous enfermer dans l'identité statique de victime, mais bien au contraire, de vous offrir des clés de compréhension essentielles, d'illuminer ce qui était jusqu'alors resté dans l'ombre obscure et de vous démontrer, preuve à l'appui, qu'il existe bel et bien des chemins concrets et empruntables vers la guérison, vers une existence plus libre, plus pleine et plus authentiquement vôtre. Votre corps, qui se manifeste par ces signes souvent douloureux, n'est pas votre ennemi personnel. Il est, et il demeure, votre allié le plus fidèle et le plus honnête. Il a accompli l'exploit de faire de son mieux pour vous protéger à tout prix, pour vous maintenir en vie, pour gérer ce qui était, sur le moment, ingérable, et à présent, il s'adresse à vous. Il vous dit qu'il a besoin de votre écoute attentive, de votre pleine attention et surtout de votre compassion inconditionnelle. Il vous indique qu'il est temps, grand temps, de déposer ce fardeau lourd que vous portez sur vos épaules depuis bien trop longtemps. Imaginez un instant, projetez-vous, comment votre vie pourrait-elle se transformer si vous n'étiez plus prisonnier de ces réactions automatiques de peur, de ces angoisses inexplicables, de cette déconnexion douloureuse de vous-même? Imaginez-vous capable de vivre pleinement le moment présent, de sentir la chaleur du soleil sur votre peau sans que votre esprit soit constamment ailleurs, dans le passé ou le futur. Imaginez pouvoir construire des relations interpersonnelles où vous vous montrez réellement tel que vous êtes, vulnérable et authentique, sans avoir besoin d'ériger ces murs protecteurs qui finissent par vous isoler. Imaginez la possibilité de vous endormir chaque nuit dans le calme et la sérénité, confiant dans le sentiment de sécurité qu'offre le présent. Imaginez, enfin, pouvoir habiter votre corps, non pas comme un champ de bataille douloureux, mais comme un lieu sûr, un véritable foyer intérieur. Cette vie, cette perspective d'existence, n'est pas une simple utopie lointaine. Elle est tout à fait possible. Elle est le fruit d'un travail de guérison, certes exigeant, mais c'est un travail qui vaut chaque effort consenti, chaque larme versée, chaque moment difficile traversé. Car au terme de ce cheminement, vous trouverez une forme de liberté que vous n'avez peut-être jamais connue ni imaginée. Une liberté fondamentale de simplement être vous-même sans être contraint de vous protéger en permanence, de vous cacher ou de vous adapter désespérément pour survivre. Je reviens toujours à cette idée essentielle que nous ne sommes absolument pas condamnés à la répétition stérile. Même si notre croissance a été marquée par l'ombre du trauma, même si notre enfance fut éprouvée par l'absence, l'abus ou la négligence, nous avons, à l'âge adulte, la possibilité et même le devoir de faire des choix différents. Nous pouvons chercher de manière consciente ces fameux tuteurs de résilience, nous engager dans des relations réparatrices et bienveillantes. Nous pouvons, pour la première fois de notre vie, nous offrir consciemment ce qui nous a cruellement manqué. Nous avons la capacité de devenir pour nous-mêmes cet adulte aimant, ce parent protecteur que nous n'avons peut-être jamais eu la chance d'avoir. Cette prise de conscience est profondément libératrice car elle nous restitue notre pouvoir d'agir.
Oui, il est vrai que nous avons été victimes de circonstances que nous ne pouvions absolument pas contrôler à l'époque, mais aujourd'hui, dans le présent, nous ne sommes plus cet enfant impuissant et démuni. Nous sommes des adultes qui ont le pouvoir de faire des choix délibérés, de rechercher de l'aide qualifiée et de créer activement les conditions nécessaires à notre propre guérison profonde. Cette transition fondamentale qui mène de l'état de victime à celui de survivant, puis ultimement du survivant à celui qui s'épanouit pleinement, est le chemin véritable de la résilience. Si vous avez persévéré dans cette lecture jusqu'à ce point, cela représente déjà un pas considérable. C'est un acte de reconnaissance lucide, un témoignage de courage. C'est le début d'un dialogue radicalement différent avec votre être intérieur. Peut-être que pour la toute première fois, vous réalisez que ces symptômes qui vous troublent et vous perturbent depuis si longtemps ne sont pas les défauts de votre personnalité profonde, mais simplement les échos persistants d'une blessure qui enfin peut commencer à guérir. Je vous exhorte donc, avec la plus grande douceur et avec toute la tendresse que vous êtes capable de rassembler pour vous-même, à envisager sérieusement la possibilité de demander de l'aide, de vous mettre en quête d'un thérapeute compétent et formé spécifiquement aux enjeux du trauma, d'intégrer un groupe de soutien bienveillant, d'oser vous confier à une personne de confiance absolue, de commencer dès aujourd'hui ces petites pratiques quotidiennes qui nourrissent profondément votre système nerveux et votre psyché blessée. Vous méritez intrinsèquement de vivre une vie qui ne soit pas constamment régie par le mode survie. Vous méritez de connaître enfin la paix intérieure durable, la joie simple et la connexion authentique tant avec vous-même qu'avec les autres. Vous méritez de guérir, et je vous assure, vous le pouvez. Pas après pas, jour après jour, vous avez la capacité de retrouver le chemin vers vous-même, vers cette intégrité fondamentale que le trauma a cherché à fragmenter, mais qu'il n'a jamais pu anéantir complètement. Car voici la vérité essentielle, la chose la plus importante que je souhaite que vous reteniez, vous êtes intrinsèquement plus fort que tout ce qui vous est arrivé. Le simple fait que vous soyez vivant aujourd'hui, que vous ayez survécu jusqu'à présent, est la preuve irréfutable de votre résilience innée. Le défi réside maintenant dans le passage de la simple survie quotidienne à l'épanouissement véritable, de la protection constante et rigide à la possibilité de s'ouvrir à la vie dans toute sa richesse et sa complexité fascinante. Votre histoire personnelle n'est pas close. Le trauma a constitué un chapitre, peut-être même plusieurs chapitres longs et sombres, mais il ne représente pas le livre entier de votre vie. Vous êtes l'auteur de la suite, et cette suite a le potentiel d'être belle, profonde, emplie de sens nouveaux et de connexions humaines. Cette suite peut honorer votre passé difficile sans pour autant en rester prisonnière. Elle peut intégrer vos blessures les plus profondes dans une identité plus vaste, plus riche, qui reconnaît simultanément votre douleur passée et votre force présente, votre vulnérabilité assumée et votre courage indéniable. Alors, je vous le demande instamment, prenez soin de vous. Écoutez attentivement ce que votre corps essaie de vous communiquer. Offrez-vous, sans réserve, la compassion et le soutien dont vous avez un besoin vital. Et n'oubliez jamais que chercher de l'aide et du soutien extérieur n'est pas un acte d'abandon de soi, mais c'est au contraire un engagement plein et entier dans votre propre vie, dans votre propre processus de guérison. C'est un grand oui, affirmé à la possibilité d'une vie future plus légère, plus libre et plus authentiquement vous-même. La guérison est un processus possible, la résilience est une réalité tangible, et vous n'êtes désormais plus seul sur ce chemin exigeant et noble.